des colonies. Et du coup, on va limiter les compétitions entre reines. Parce qu'au moment de la création du nid, vous avez une reine qui construit le nid et d'autres reines qui vont essayer de venir lui piquer un peu son nid. Alors qu'il y a des combats jusqu'à la mortalité de l'un des deux combattants. Et du coup, quand on fait du piégeage, on risque plutôt de capturer ses compétitrices. Alors, qu'est-ce que vous conseillez vraiment pour les auditeurs qui, évidemment, ont envie de se défendre aussi contre l'invasion de ces frelons, qui voient ces pièges vendus à cette intention? Qu'est-ce qu'on préconise alors exactement Alors, à l'heure actuelle, hier j'étais à une réunion au ministère de l'Agriculture où on travaille sur un décret pour donner des conseils aux préfets qui vont être donc distribués au niveau régional. Le consensus actuel, c'est le piégeage, on le réserve plutôt à des apiculteurs. C'est-à-dire que le gros souci qu'on a à l'heure actuelle, c'est les attaques de frelons sur les colonies d'abeilles. Donc l'idée, c'est de mettre des pièges quand il y a une attaque avérée. Pas avant, ça ne sert à rien, sinon ça peut être même appâter le frelon. Donc mettre des pièges sur un rucher attaqué pour le protéger. Mais surtout pas mettre de pièges loin d'un rucher, parce que là, on va avoir un impact en termes de biodiversité, qui peut être très important parfois, même beaucoup plus important qu'une colonie de frelons. Donc pour les particuliers, pas de piégeage. Il n'y a pas de piégeage pas du besoin tout. de faire. Bon. Alors, la seule chose que peut faire un particulier, c'est s'il est embêté par du frelon, par exemple dans un jardin, il peut avoir une haie avec des fleurs, et des frelons qui viennent récupérer du sucre. Si c'est sur un endroit où il y a un risque avéré, il peut mettre un piégeage, on ne va pas interdire naturellement. Donc là, il peut mettre un piège. Après, la meilleure idée, c'est essayer de regarder ce qui se passe, et essayer de voir si on ne peut pas repérer le nid de frelon. Et si le nid est repéré, là, on le fait éliminer par des professionnels. Cécile Breton. Et alors, est-ce qu'il rentre en compétition avec d'autres espèces Est-ce qu'il met en danger d'autres espèces d'insectes Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect insecte proie. Ouais. Donc, comme je vous disais, on ne connaît pas encore l'impact écologique. Mais quand on regarde un nid de frelon, une colonie de frelons asiatiques, c'est quand même une population assez nombreuse. Elle est presque 4 fois supérieure à celle du frelon européen. Donc, naturellement, la quantité de nourriture qui va prélever dans l'environnement est beaucoup plus conséquente. Donc, certains apiculteurs ont observé que sur des parterres fleuris, ils observaient une bonne diversité d'insectes. Et quand le frelon arrivait, au bout de quelques jours, il n'y avait plus d'insectes. Bon, ça ne fait pas disparaître une espèce, heureusement. Mais en tout cas, il y a un impact. Après, il y a un deuxième aspect, c'est la compétition. Alors, par exemple, la compétition entre des prédateurs. Alors, on pense par exemple à Vespa crabo, donc notre frelon à nous, et le Vespa vitina. Donc les deux sont dans une même niche écologique, ils chassent à peu près les mêmes choses. Alors on ne sait pas ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a vraiment, le vitina qui va remplacer crabeau dans certaines zones? Ça, on ne sait pas. On a observé des agressions de frelons, dans certains cas, devant des ruchers. Oui, tout à fait. De frelons asiatiques? Entre frelons asiatiques et entre frelons, c'est-à-dire l'asiatique et le nôtre. Donc de véritables guerres qui sont lancées entre les deux? Ça, j'en sais trop rien. En tout cas, ils sont en compétition sur une source de nourriture qu'est l'abeille. Donc c'est ça. Pour distinguer aussi bien les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons, on a affaire d'un côté à des prédateurs, donc les frelons, et puis de l'autre côté, donc des pollinisateurs, les abeilles. C'est ce qui les distingue singulièrement? Il y a plusieurs choses qui les distinguent, mais effectivement, les abeilles, pour récupérer de la nourriture, vont aller récupérer des substances sucrées, du nectar ou même du pollen sur les fleurs. Et en faisant cette activité-là, la fleur en profite et leur transmet du pollen, ce qui fait que quand l'abeille va aller sur notre fleur, elle peut transférer le pollen, ce qui permet la reproduction entre les plantes. C'est comme ça qu'on parle de pollinisation. Une guêpe ou un frelon, comme je dis, c'est un prédateur, mais parfois il peut aller aussi sur des fleurs. Alors, c'est-à-dire qu'une ouvrière va chasser d'autres insectes, c'est pour récupérer de la viande, des protéines, pour nourrir les larves dans le nid. Mais cet insecte-là, adulte, n'est pas capable de se nourrir tout seul sur quelque chose de carné. Alors, il ne peut absorber que des substances sous forme liquide. Donc, quand elle nourrit la larve dans le nid, la larve, si elle est stimulée, peut sécréter une petite substance liquide avec des protéines, des glucides, etc., c'est-à-dire des sucres, des choses comme ça. Et l'ouvrière peut se nourrir comme ça. Mais elle peut également aller récupérer des substances sucrées sur des fleurs ou sur des arbres, sur la lave de l'arbre, soit pour elle, soit alors pour nourrir les reproducteurs en automne. Donc naturellement, à ce moment-là, quand vous avez une guêpe ou un frelon qui va récupérer un peu de nectar pour récupérer du sucre sur une fleur, elle peut au passage récupérer du pollen de manière involontaire, et si elle retourne sur une autre fleur, elle peut transférer le pollen en question, et elle peut avoir une petite activité pollinisatrice. Donc on parle de ruche aussi pour les frelons? Non, ou pas on parle de nid. De nid, hein. Alors donc entre la ruche des abeilles et le nid des frelons, on n'a pas du tout le même intérieur, hein. La configuration n'est pas du tout la même. Il y a des choses qui sont comparables quand même.
C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens connaissent la structure alvéolaire des alvéoles d'abeilles, hein, c'est-à-dire la structure à 6 côtés. Les guêpes et frelons font pareil. Un nid d'abeille, c'est un nid qui est en cire, c'est-à-dire c'est une substance sécrétée par l'ouvrière. Ça fait des galettes verticales avec des alvéoles positionnées sur les deux faces de la galette, donc horizontales. Un nid de guêpe et de frelon, c'est un peu différent. D'abord, les nids sont faits en papier, c'est-à-dire que l'ouvrière va récupérer des fragments de bois sur des arbres morts ou des poteaux qu'elle va malaxer, et elle va construire son nid avec ça. Mais elle va faire des galettes qui sont horizontales et avec des alvéoles uniquement positionnées sur la face inférieure, donc dirigées vers le bas, ouvertes vers le bas. Et parfois avec une enveloppe qui protège le tout. Il y a des nids de frelons qui ont été passés au scanner pour voir justement à quoi ressemble la structure. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet. C'est assez impressionnant quand même. C'est extrêmement sophistiqué. Et c'est surtout très beau. Donc on peut y aller. Je crois qu'il y a des liens qui ont été mis sur La Tête au carré. On va vous retrouver dans un instant, Éric Darouzet et Cécile Breton. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de courriels des auditeurs. Je vous les transmets dans quelques minutes, juste après Kerenan, au coin du monde sur France Inter. Vous êtes dans La Tête au carré. Qui fondent et que la lumière soit. Passe les heures que s'écoulent à jamais les secondes et que la lumière soit. Au loin, entends-tu le bruit qui court? Au point, juste au point du jour, à 2 pas de chez toi. À 2 pas de chez moi. Tombent les feuilles et les larmes sur tes joues qui roulent et que la lumière soit. Passent les anges et les orages au-dessus des foules et que la lumière soit. Au loin, on voit les neiges qui fondent au coin, juste au coin du monde, à 2 pas de chez toi, à 2 pas de chez moi, et que la lumière soit comme le premier jour du premier mois de nos corps à corps, et que la lumière soit dans la cité qui n'en finit pas, que vienne l'aurore à 2 pas de chez toi, à 2 pas de chez moi. La Tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter. Et nous parlons des frelons asiatiques cet après-midi avec Éric Darouzet, enseignant-chercheur à l'Université de Tours, Cécile Breton, directrice et rédactrice en chef d'Espèces, qui consacre un grand dossier à ce sujet, donc dans le numéro 6 d'Espèces, Cécile Breton. On le trouve en kiosque facilement ? Alors, on le trouve en kiosque, mais pas forcément très facilement, mais sur notre site, donc www.espèces.org, il y a la liste des kiosques sur c'est ça, près de chez soi. Voilà, on peut le trouver. Voilà. Et le mieux, c'est encore même de s'abonner. Tout à fait. C'est toujours important, surtout pour
un travail de cette envergure avec l'équipe donc qui bosse sur espèces. Et tous les scientifiques, effectivement, qui nous aident et qui écrivent. Une revue de qualité qu'on aime bien, en tout cas, encourager.